Oui, les études littéraires ont des débouchés. Comptons avec les littéraires. Moi, je dirais que le littéraire, pour moi, ça fait lien à la langue et que du coup, c'est important pour s'exprimer de bien maîtriser la langue, ici en tout cas le français, la langue française, et que les études littéraires, en tout cas, le littéraire, les livres, etc., ça permet d'être à l'aise vraiment avec le langage, de s'exprimer clairement, d'argumenter, de bien communiquer. Donc c'est pour ça que faut pas que des scientifiques dans une société, c'est aussi important d'avoir des littéraires. Et d'ailleurs, c'est vrai ça me fait penser, même moi quand j'étais au lycée, on disait non, va plutôt vers la voie scientifique, ça t'ouvrira plus de portes. Et en fait non, il y a plein de métiers qui sont accessibles par des études littéraires. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve. Quand on fait des études littéraires, on touche aussi le philosophique, hein. On fait de la philo et c'est vrai que ça apprend à essayer de chercher au-delà de ce qui est apparent. Et dans notre métier, c'est quand même, enfin, hors du métier, je pense que c'est une façon d'être aussi, hein, de se rendre compte que il y a des strates d'acquisition quand même et de réflexion chez les gens et que on est à un certain moment de sa construction, et que peut-être c'est à cause de ça que l'autre n'a pas saisi certaines choses, par exemple. Bonjour et bienvenue sur le podcast Comptons avec les littéraires. Aujourd'hui, nous sommes avec Audrey Duguet. Bonjour Audrey. Bonjour. Et Brigitte Revel. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux orthophonistes. Brigitte, vous avez un bac littéraire, puis vous avez fait 1 an de psycho avec option phonétique. Et ensuite, vous êtes entrée en école d'orthophonie et vous avez une belle expérience dans l'exercice du métier d'orthophoniste en libéral et en IME. C'est ça. Et je rajoute juste que j'ai terminé le 1er janvier de cette année. Je suis donc une orthophoniste retraitée. Jeune retraitée, ok. Alors, Audrey, vous avez fait un bac scientifique avec option grec, ancien et histoire, puis une licence sciences du langage, puis vous avez passé le concours pour entrer en école d'orthophonie, et aujourd'hui vous exercez en libéral. Alors c'est ça, je précise juste, en fait, donc c'est l'année où je préparais les concours que j'étais en licence 1 de sciences du langage, mais c'était les deux en même temps. Les deux en même temps, d'accord. Voilà. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire l'une et l'autre à quand remonte votre intérêt pour le littéraire, c'est-à-dire les mots, le langage, les histoires? En ce qui me concerne, en fait, ça m'a fait réfléchir et ça remonte à ma toute petite enfance parce que je suis née dans une famille qui était très attirée par les livres et donc j'ai eu des histoires dès toute petite et je sais que dès 2 ans, je commençais à raconter des petites histoires à mon frère. Donc je pense que c'est quelque chose qui a fait le terreau un petit peu de mon enfance. Et depuis, j'ai toujours énormément de bouquins autour de moi. Donc je pense que c'est le premier intérêt pour le littéraire, ça a été celui-là. Et après, l'intérêt pour le langage, puisque en fait, ce métier d'orthophoniste, ça vient d'où Alors en fait, ça aussi, j'ai réfléchi. J'avais aussi une autre, donc durant mon adolescence, etc. J'étais très intéressée quand il a fallu choisir un métier par le fait que ça m'intéressait de travailler avec les enfants. Et puis, je crois que la connexion s'est faite quand j'ai entendu parler à 17 ans du métier d'orthophoniste qui n'était pas encore très connu. Et je crois que le lien s'est fait à ce moment-là, travailler avec les enfants en difficulté par rapport au langage. Voilà. Et le langage, pour moi, c'est tout ce qui est toute cette communication véhiculée par l'oral, mais pas seulement. D'où le lien avec les livres. L'écrit, c'est aussi du langage, en fait, tout le temps. Le dessin, c'est du langage aussi, une autre forme, en tout cas. Ouais. Oui. Donc, je pense que ce lien s'est fait à 17 ans, c'est très clair pour moi. Donc, année du bac. Et je ne l'ai jamais regretté. Et alors, Audrey? Oui, justement, de mon côté, l'intérêt pour
Le littéraire, pareil que Brigitte, ça remonte à assez jeune. Quand j'étais petite, mes parents nous lisaient beaucoup d'histoires, on avait beaucoup de livres. Puis quand j'ai appris à lire, en fait, je me suis découverte une passion pour la lecture que j'ai encore aujourd'hui. J'aime beaucoup lire, voilà, sur mon temps libre. Et du coup, alors c'est vrai que moi, pour le coup, le métier d'orthophoniste, je le lierais pas directement à ma passion pour la lecture. Moi, de base, je voulais, donc j'ai fait un bac scientifique, une première scientifique, et en première, je voulais plutôt faire un métier, voilà, médical ou paramédical, mais je ne savais pas trop exactement, c'était assez flou. Et en fait, il se trouve que j'ai rencontré une amie de mes parents qui est orthophoniste, et voilà, du coup, elle m'avait parlé de son métier, et c'est là où j'ai vraiment découvert un intérêt pour ce qu'elle faisait, et je me suis du coup intéressée au langage, au cours du langage, et c'est à ce moment-là que je me dis que c'est ça que j'avais envie de faire. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce métier d'orthophoniste? En fait, moi, je le vois comme le métier qui touche tous les éléments nécessaires à une communication. La communication, elle est d'un premier abord essentiellement orale, c'est vrai, écrite, mais elle peut aussi être dans la mimique, dans la gestuelle, dans plein d'éléments non verbaux, on va dire. Et c'est ce qui fait énormément la richesse du travail. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'impression que l'orthophoniste travaille avec un enfant qui confond des sons, alors que c'est extrêmement plus riche, plus varié et plus complémentaire à travers tout ce qu'on a pu travailler. En fait, ça aide à la communication dans tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le simple souffle, déjà, le souffle du bébé est déjà un début, et si l'enfant n'a pas de souffle, on est obligé de passer du temps à l'aider parce que la parole, ben, c'est du souffle qui sort de la bouche et qui est articulé. Donc, il y a déjà ça qui est important. Et après, il y a tous les mouvements musculaires. Donc, on est dans quelque chose de très technique, des montages du corps. Et au fur et à mesure de l'évolution d'un enfant, eh bien, il y a l'acquisition du son qui prend un sens. Et ce sens amène au mot. Et quand l'enfant continue, eh bien, il fait des relations entre ces mots et ça amène à la construction de la phrase, du texte. Et on avance comme ça dans l'âge, et dans l'évolution de cette communication, qui fait qu'on arrive à ce qu'on apprend ensuite, c'est-à-dire tous les mécanismes de pensée qui permettent de passer dans la communication toutes les informations qu'on veut dire ou ne pas dire, puisqu'il y a beaucoup d'inférences aussi. C'est passionnant quand vous le présentez comme ça. Moi, je dirais que, enfin, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Brigitte, hein. Mais c'est vrai que nous, notre rôle, c'est vraiment d'évaluer ces points. Donc, quand on reçoit un enfant ou un adulte, on va faire ce qu'on appelle un bilan, c'est-à-dire on va faire passer des tests, des épreuves pour voilà évaluer justement où en est l'enfant. Si on prend l'exemple d'un enfant dans son langage, dans sa communication, dans son développement. Et après, nous, notre rôle, ce sera vraiment de rééduquer ces troubles, s'il y en a, s'il y a des troubles. Un peu comme si on prend par exemple le métier de kiné qui est peut-être un peu plus connu du grand public. Voilà, un kiné, il va rééduquer les muscles, les articulations, et nous on va vraiment travailler sur le langage, le développement de la communication chez ces patients. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la licence sciences du langage? Parce que je pense que c'est une licence qui est assez mal connue. Vous y avez appris quoi? Et elle mène vers quoi cette licence? Alors, c'est vrai que moi j'ai fait que la première année du coup, et puisque moi je voulais être orthophoniste, donc je préparais plus les concours que la licence. C'est vrai que donc en licence 1, c'était des cours assez généraux sur la langue, les différentes langues, comment se construit une langue, la morphologie, l'origine des mots, l'étymologie. Voilà, c'était des cours, c'était assez varié. Après, à quoi ça mène? Alors, comme j'ai fait qu'une seule année,
pour les personnes qui sont allées plus loin dans les études avec qui j'ai gardé contact, alors il y en a qui sont devenus professeurs des écoles, qui au bout du master ont passé le concours de professorat des écoles. Et sinon, j'ai plusieurs amies qui sont allées jusqu'au doctorat de sciences du langage. Et du coup, elles font de la recherche, voilà, elles étudient les langues, les différentes langues du monde, l'évolution des langues. Enfin voilà, moi en tout cas, la personne que je connais, elle fait ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est une licence qui est très peu connue. Moi, j'avoue que avant de m'inscrire en prépa pour passer les concours d'orthophonie, je savais pas du tout que ça existait. C'était plus parce que, enfin en tout cas à l'époque quand il y avait des concours, à la fin de l'année, si on n'avait pas de concours, si on ratait les concours, on n'avait pas d'année d'études de valider. Du coup, mes parents m'avaient dit, bah fais en parallèle une licence de quelque chose pour avoir un bac plus 1 en fait. Et c'est vrai que dans ma prépa, ils nous avaient parlé de cette licence qui était en lien avec le langage. Donc c'est pas mal parce que c'est un peu un lien avec l'orthophonie. Vous-même en études, si vous arrivez à entrer en école d'orthophonie, vous aurez des cours de sciences du langage. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le fait d'être littéraire vous a aidé pour passer le concours et ensuite pendant vos années de formation? Et après, aussi, quelles sont les connaissances scientifiques qui sont importantes et comment est-ce que quelqu'un qui aurait fait des études littéraires peut les acquérir au mieux? Alors c'est vrai que moi, donc à mon époque, c'était il y a 6-7 ans, le concours, alors il n'y a plus de concours aujourd'hui, mais c'était des temps de français, donc connaissance du vocabulaire, des questions d'orthographe, il y avait beaucoup de grammaire, il y avait aussi des épreuves de rédaction écrite, donc c'était par exemple faire le résumé d'un texte, la synthèse de plusieurs textes, ou un commentaire un peu comme on pouvait faire au lycée, un commentaire de texte. Donc c'est vrai que quand il y avait un concours, avoir des bonnes connaissances littéraires et savoir rédiger, s'exprimer à l'écrit, c'était quand même assez utile pour toutes ces épreuves. Alors c'est vrai que les études, les matières, il y avait des matières littéraires et des matières scientifiques, voilà, si on peut séparer. Surtout au début, on avait des cours de sciences du langage, de développement du langage chez l'enfant, de psychologie aussi. Mais on avait aussi beaucoup de matières scientifiques. Par exemple, on avait un peu de physique, acoustique pour comprendre les sons, comment sont produits les sons. On avait des cours assez médicaux d'anatomie, voilà, du corps humain, etc. Mais alors moi j'étais scientifique, donc je suis peut-être pas le bon exemple. J'avais fait un bac scientifique, mais en tout cas les personnes que je connaissais qui avaient un bac littéraire, et je pense que Brigitte pourra nous en parler aussi, ça reste des choses, des matières scientifiques, mais c'est abordable. Même quand on a un bac littéraire, voilà, avec les cours et les exercices qu'on nous proposait, c'était complètement abordable et on réussissait tout très bien. Oui, mais je peux rajouter, parce que vraiment, ça m'a fait réfléchir ce sujet-là. Je pense il y a rien qui empêche de faire ces études d'orthophonie, quel que soit le bac qu'on passe, parce que au niveau, alors, scientifique, qui fait donc, le terme scientifique fait peur à certains, on n'a pas de décision dans notre travail, on n'a pas de décision médicale, par exemple, à prendre sur l'organe avec lequel on travaille. On travaille avec le cerveau, on travaille avec les cordes vocales, on travaille avec beaucoup de choses du corps, mais on n'a pas à prendre de décision. On a à comprendre ce qu'on fait. Et je pense que tous ces cours scientifiques, voilà, hein, médicaux, en fait, le fonctionnement des nerfs, le fonctionnement du cerveau, etc. Ça nous permet à nous de savoir pourquoi on travaille sur eux et qu'est-ce qu'on touche quand on va stimuler un des éléments, voilà. Et ça, je pense qu'on est tout simplement, l'individu est tout à fait capable de l'intégrer. Il n'y a pas un enjeu de décision comme un chirurgien, un médecin, etc. C'est pas ça. Nous, on travaille. Notre but, c'est cette communication et cette acquisition de tout ce qui est nécessaire pour que l'enfant et l'adulte plus tard communiquent. Mais on n'a pas à prendre une décision scientifique sur les nerfs, etc. Donc, on est juste en train de comprendre ce qu'on fait quand on apprend ça. Et c'est pas une limite
intellectuel, si c'est de ça qu'il s'agit en fait, ou d'être plus ou moins fort pour comprendre cette notion-là. Donc on y est toutes passées, aucune ne s'est régalée dans certaines notions où il fallait apprendre par cœur tous les noms parce que voilà, tout le monde y passe, mais dans le travail et dans notre quotidien, on fait pas appel à ça en priorité. Ce qui touche notre profession et notre action, c'est justement de qu'est-ce que l'enfant n'a pas qui fait qu'il ne peut pas communiquer avec les autres, ou communiquer par écrit, ou communiquer par oral. Ça, c'est notre but à nous. Et qu'on soit en littéraire ou en scientifique, je crois qu'on est apte à, ou même d'autres potentiels, hein, d'ailleurs, techniques. Je crois que si on choisit de faire ce travail, c'est surtout pour le langage, et on n'est pas limité dans les études par ça. D'accord. Je sais pas si j'étais assez claire. Oui, très bien. Du coup, on va développer un petit peu sur ce métier pour mieux comprendre en quoi il consiste. Et je suis contente parce que jusqu'ici, on a parlé beaucoup de métiers de l'écrit sur ce podcast. On a parlé beaucoup des métiers de l'écrit. Et là, dans votre métier, par contre, l'oral est essentiel. Oui. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus et nous expliquer avec quel type de patients vous travaillez et puis vous les aidez à quoi, précisément? Alors, en fait, je me suis penchée sur la nomenclature qui nous fait des petites catégories, c'est plus facile de comprendre peut-être. On travaille, il y a 6 blocs. Ils ont déterminé 6 blocs. Les troubles de l'articulation, les troubles de la voix, auxquels ils rajoutent les troubles de la voix oro-œsophagienne. Ça, c'est assez pointu. Les troubles d'autisme et d'handicap, les pathologies neurologiques, les surdités, et depuis quelque temps, on a rajouté les troubles de l'oralité. Parce que c'est quand même un métier qui bouge beaucoup, et qui bouge beaucoup avec tout ce qu'on peut découvrir grâce aux IRM, aux recherches qu'on fait. Donc ça bouge, et la nomenclature bouge, et notre action bouge, et évolue. D'où le fait qu'il faut se former, continuer à se former. Donc à partir de là, vous avez à peu près tout, et en regardant ça, on se rend compte aussi que ça suit l'évolution d'un être humain. Les troubles d'articulation, ça se voit beaucoup chez un tout petit. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit la voix, l'articulation, etc. Et on s'inscrit un petit peu à tous les âges. On peut dire qu'un enfant, on reçoit les enfants, on peut recevoir les enfants très très tôt. Les orthophonistes, alors c'est surtout en hôpital, je pense, ils travaillent avec des bébés, dans le cas de la surdité par exemple, dans le cas de l'autisme, ça se travaille très vite. On est de plus en plus dans un travail anticipé. On se rend compte que l'enfant doit être pris en charge très vite parce qu'on évite que les difficultés ne s'enracinent trop. Alors qu'au début où j'ai travaillé moi, on nous disait qu'avant 5 ans, 5 ans et demi, c'était pas la peine d'intervenir, l'enfant avait le temps d'apprendre. Maintenant, chez l'enfant sourd qui est détecté très vite, ça va être très très tôt, vraiment. Toute petite enfance, bébé. Et après, on va, au fur et à mesure, avancer avec ce qu'ils ont comme difficulté. Je continue? Si Audrey veut intervenir ou compléter. Oui, moi, avec ce que Brigitte a dit, je trouve qu'on voit bien que voilà, le métier d'orthophoniste, il y a vraiment des domaines très variés et on peut avoir plus ou moins d'affinité avec des domaines et au moment où on choisit d'exercer, voilà, on peut décider de travailler qu'avec, par exemple, des personnes qui ont des problèmes de voix ou alors on peut décider de travailler avec des enfants qui ont un trouble du développement du langage. Donc ça, c'est pas mal. Alors moi, personnellement, j'aime bien le fait que ce métier soit varié, donc je vois un peu tout type de patients, à la fois des enfants, des adultes sourds, des enfants qui ont des troubles de l'articulation, enfin voilà, je vois beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de dire qu'on peut, voilà, si au cours des études, on se découvre une passion pour un domaine, on pourra exercer que avec un certain type de patient, voilà. Alors c'est vrai, en fait on a une double possibilité. Moi je suis comme Audrey, hein, c'est la diversité qui m'a tenté beaucoup, avec parfois des préférences. Voilà, il y a pas de problème à ça. Mais en même temps, tout ce cursus, ces longues années de travail m'ont permis au fur et à mesure de mes formations et
et des réflexions aussi, de me rendre compte que tout était en lien. C'est-à-dire que si on travaille avec un petit enfant sourd, eh bien, on va avoir ce qu'on va devoir adapter à lui, va nous servir parfois pour un adulte aphasique, pour une autre personne qui a un trouble de mémoire. Et en fait, il y a un tout qui se construit, parce que en même temps qu'on travaille sur les aspects, je vais dire pratiques, sur l'évolution musculaire, sur des choses un petit peu techniques, on ne doit pas oublier ce qui s'apprend aussi à l'école sur le plan écrit, mais qui doit être construit avant à l'oral, tous ces mécanismes de pensée essentiels à la communication, toutes ces mises en relation, ces capacités de déduction, ces capacités d'analogie, ces capacités de mise en relation des pensées, des éléments qu'on a en soi. Il arrive dans les études d'orthophonie, on a maintenant, depuis quand même quelques années, un travail qui se fait sur la logique mathématique. Donc on n'est pas loin de ce qu'on est en train de dire, et ça s'appelle les mécanismes de pensée logique. Et en fait, on se rend compte que si l'enfant, et là ce sont des enfants qui viennent parce qu'ils sont en difficulté en mathématiques, dans le système numérique ou dans les compréhensions des problèmes. Et on se rend compte qu'en fait, il faut que le cerveau fonctionne d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue de l'expression, du langage, avec des acquisitions nécessaires. Et on va être obligé parfois pour des enfants de monter la capacité à déduire, la capacité à catégoriser, la capacité à donc trier, ne serait-ce que trier les couleurs. C'est déjà un travail mental qui amène aussi à la compréhension mathématique. Au fil du temps, en faisant cette formation parallèle, je me suis rendu compte des liens étroits entre cette compréhension logique et l'acquisition des mots. C'est-à-dire que si la personne n'a pas la notion d'inclusion, c'est-à-dire comprendre tout simplement qu'une banane, ça fait partie des fruits exotiques, donc de l'ensemble des fruits dans l'univers, eh bien on a du mal à lui faire acquérir le mot don, D-O-N-T, parce que le don implique une inclusion. Donc c'est juste un exemple pour montrer à quel point les choses sont extrêmement intriquées et que l'orthophoniste ne travaille pas que sur du technique, elle est constamment en train de monter tous ces mécanismes de pensée qui permettent au final d'avoir un vrai langage, c'est-à-dire pas un langage plaqué, sujet, verbe, complément, mais quelque chose qui va passer des informations dites ou non dites d'ailleurs. Et il y a énormément aussi d'inférences dans tout ça. Là, vous avez répondu aussi, vous avez développé en tout cas sur la réponse à ma question du début, donc à quoi servent les études littéraires? Oui, à plein de choses. Est-ce que Audrey, vous voulez compléter? Quand Brigitte parlait, justement, je pensais à ce qu'elle disait à propos des formations en plus, et c'est vrai, je pense que c'est important de le dire. Tout au long de notre carrière d'orthophoniste, on est amené à faire des formations régulièrement pour se mettre à jour. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est vrai que ça peut faire peur de se dire, oh là là, mes études, ça commence à dater, je sais plus trop, plein de choses. Et c'est vrai que je pense que le fait de faire des formations et aussi avec les progrès scientifiques, les découvertes, etc., il y a plein de choses qui se mettent à jour et du coup c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et c'est ce que disait Brigitte avec par exemple les troubles de l'oralité, donc c'est des troubles voilà, on peut dire un peu alimentaires chez les enfants. C'est quelque chose dont on parlait absolument pas il y a quelques années et maintenant voilà c'est quelque chose qui est plus fréquent. Et donc, c'est intéressant de pouvoir faire des formations régulièrement pour se mettre à jour et garder dans notre pratique des données actuelles pour être le plus performant en fait avec nos patients et être au courant des dernières choses. Bon, quand vous me dites ça, j'ai envie de vous poser la question des écrans, évidemment. Est-ce que les écrans ont changé quelque chose dans le bon sens ou dans un mauvais sens, ou les deux? Ça, c'est un phénomène social, donc on est obligé d'avancer avec ça aussi, en fait. Les écrans, c'est bon quand c'est contrôlé. Après,
On a les mamans qui attendent à la salle d'attente avec des écrans, vous savez. Donc, ça fait partie aussi d'une acquisition. Alors, il y a un effet retort, je pense, mais en même temps, c'est plus le domaine de l'orthophonie, peut-être, mais c'est le fait qu'il y a une notion de temps qui s'installe, qui est tronquée maintenant. C'est-à-dire on appuie sur le bouton et donc, il y a une réponse immédiate. J'ai eu un papa, une fois, sa petite fille était sourde et on travaillait, donc, avec le confinement, on a dû travailler par écran interposé. Et donc, je lui demandais d'avoir des crayons de couleur avec lui pour qu'on puisse travailler la notion de couleur avec l'enfant. Et par exemple, la compréhension du coloris, le canard en jaune et la poule en bleu, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Et il était un peu perturbé, il me dit, mais vous savez, j'ai une application où il n'y a plus qu'à appuyer il y a des canards, des poules, et alors, je lui dis d'appuyer sur la touche rouge et le canard se colorie de suite, et il est rouge tout de suite. Voilà, rouge tout de suite. Il n'arrivait pas à comprendre ce chemin. Ouais. Construisons, en fait, toujours pareil, en mettant l'enfant en situation où c'est à lui de prendre les mots, de les intégrer, de les comprendre et d'agir. Voilà. Il y a cette chronologie de choses qui se crée, qui fait que l'enfant intègre ensuite cette notion. Et l'écran maintenant, quand il est très investi, eh bien, il peut empêcher ce genre de mécanisme-là. Voilà. Cette construction. C'est une construction, en fait, c'est pas un mécanisme. Une construction mentale. Et voilà. Pour certains petits, bon, je pense que les enseignantes sont là aussi pour y pallier, au départ. Mais pour certains petits, effectivement, il n'y a pas de construction qui s'installe. Avec, bien sûr, on peut aller jusque-là, les problèmes de construction avec ce temps qui vont devenir des éléments acquis de façon enracinée. Ça crée aussi la mémoire, ça permet une concentration, une attention développée, enfin voilà. Alors, la suite, on verra plus tard, mais c'est vrai qu'on a ce risque, de mon point de vue. Et du côté positif, je sais pas si je peux demander à Audrey, est-ce qu'il y aurait alors moi j'avais plutôt d'autres côtés négatifs. D'accord. Après, côté positif, je dirais que c'est un autre support, voilà, pour découvrir et apprendre des choses, mais que ça doit pas être le support unique, puisque je voulais rajouter par rapport à ce que disait Brigitte pour l'importance de la manipulation en fait avec les mains dans le développement du langage, notamment pour mettre des mots sur les actions effectuées. Si un enfant, les seuls gestes qu'il fait, c'est cliquer, toucher sur l'écran. C'est pas très complet par rapport à voilà un enfant qui va jouer avec des cubes, voilà, qui va empiler, qui va colorier. Il y a quand même beaucoup plus d'actions et du coup beaucoup plus de mots. Voilà. Après, oui, les côtés positifs, c'est vrai qu'à part que ce soit un autre support, j'avoue que je sais pas trop. Je voudrais pas donner des côtés positifs qui n'en soient pas. Donc, je sais Non, je me demandais s'il y avait peut-être des nouveaux outils à votre disposition aujourd'hui. Et je sais que vous avez créé un matériel, c'est ça, pour faire travailler le langage et la mémoire? Oui, alors ouais, effectivement. Alors du coup, pour le coup, moi, ce sera pas du tout sur tablette, ça sera vraiment un support papier. Alors je reviendrai sur ça juste après. Parce que, comme vous avez parlé des nouveaux outils, c'est vrai que par exemple pour les enfants qui ont par exemple une dyslexie, voilà, de l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Je sais qu'il y a des applications qui ont été créées donc pour des tablettes pour voilà des petits jeux de lecture de syllabes, de lecture de mots. Alors moi j'avoue que j'utilise pas du tout ce genre de support, mais j'avais vu en stage des orthophonistes qui le faisaient et c'est vrai que les patients étaient motivés par le support, ça leur donnait plus envie d'apprendre et de faire quand il fallait lire les syllabes sur la tablette que sur une feuille de papier. Donc je pense que ça peut être voilà dans notre métier, il y a vraiment des choses à développer. Les applications qui existent déjà, je pense qu'elles sont très bien.
enfin, celles que j'avais vues en tout cas en stage, voilà, ça marchait très bien avec les enfants. Et du coup, oui, dans un autre domaine, effectivement, alors c'est un projet qui est en cours. Je travaille actuellement avec une maison d'édition qui s'appelle Site Inspire sur la création d'un matériel, voilà, à destination des orthophonistes. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, nous les orthophonistes, quand on se retrouve face à un patient, on a besoin de support pour les faire travailler, donc que ce soit les enfants, les adultes. Et du coup, il y a des maisons d'édition qui existent, qui éditent du matériel, voilà, pour les orthophonistes, pour que les orthophonistes fassent travailler leurs patients, que ce soit la lecture, la mémoire, enfin, après tous les domaines qu'on a cités tout à l'heure. Et effectivement, moi, je travaille actuellement sur un projet pour les patients adultes qui ont des troubles neurologiques, qui ont une maladie neurodégénérative, par exemple la maladie d'Alzheimer, ou alors des patients qui ont fait des AVC et voilà, qui ont du coup un trouble d'accès au langage. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train d'être fait et qui va probablement bientôt sortir. Mais c'est vrai que du coup, tout orthophoniste peut être amené ou avoir envie de créer voilà des supports pour les patients et du coup les faire éditer pour que ça puisse profiter à d'autres orthophonistes et d'autres patients. Brigitte, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Non, je trouve que c'est très intéressant. Je suis aussi très pour l'utilisation, je vais dire la manipulation. Voilà. Je pense que quand on avance dans ce travail, dans notre profession, on se rend compte qu'il faut vraiment qu'il y ait cette manipulation, cette approche du concret. Ça, y compris à l'école, c'est important que ça se continue parce que ça permet à l'enfant de tourner ses propres clés dans sa tête et pas que ce soit du tout fait. Et en ça, je pense à justement cette approche de logique mathématique qui demande beaucoup de manipulation, de se tromper, recommencer, tenter, voilà, des choses comme ça, y arriver enfin ou pas. Tout ça, c'est important que l'enfant le vive. Et je sais qu'il y a des jeux, parce qu'il n'y a pas que les écrans, hein, il y a des jeux qui sont très beaux, très bien faits, mais qui présentent, et je pense encore à des éléments de logique, qui présentent les choses déjà faites. Voilà. Et travailler sur des éléments déjà faits. Et alors qu'en fait, quand on a fait cette formation, l'essentiel, c'était que ça soit pas fait et qu'on parte il y a tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et mettre l'enfant dans cette situation quelque part aussi, de créativité et de manipulation. Dans la manipulation. Donc, il y a aussi en fait, tout dépend du choix qu'on fait de l'objet, en fait, que ce soit la boîte de jeu, que ce soit l'écran. Je pense que tout peut apporter quelque chose de positif, mais ça dépend comment c'est utilisé. Voilà. Ça ne devrait pas remplacer la construction, parce que en fait, ça a un impact sur le travail mental. Alors, je voulais revenir quand même si on n'a plus beaucoup de temps, mais sur tout à l'heure, Audrey a parlé de la dyslexie. Donc, j'aurais envie de vous poser une question là-dessus, sur la dyslexie et aussi sur la dysorthographie. Alors, bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même qu'est-ce que c'est et pourquoi il y a beaucoup de personnes concernées et quelles sont les difficultés que rencontrent ces personnes? Et peut-être comment on peut prévenir aussi, puis aider ces personnes. Au niveau prévention, au niveau prévention, je pense que maintenant, c'est quand même de plus en plus vite détecté. Je pense que les enseignantes de maternelle ont déjà des warnings qui s'allument vite maintenant, et ça peut arriver même en crèche. Parce que justement, il y a une évolution des acquisitions qui se fait, qui est aussi en fonction de l'âge. C'est vraiment très codifié, hein, mais il faut aussi avoir une souplesse. Et ça se fait en fonction de l'âge. Et c'est vrai que si en maternelle, un enfant a du mal à repérer deux signes dans le même sens, ou est-ce qu'ils sont dans le même sens ou pas, et il le voit pas, maintenant les enseignantes sont vite alertées. La dyslexie, c'est une distorsion de quelque chose. Donc, c'est une distorsion de la lecture, et dysorthographie, une distorsion de l'orthographe. Et vous avez la dysgraphie au milieu de tout ça. Voilà, la distorsion du graphisme. Ça s'acquiert, ça ne se guérit pas, ça se traite chez l'ortho en particulier, pour permettre de donner un sens en fait à
qui est atteint, ce qui est touché. Et vous avez des dyslexies visuelles, c'est-à-dire que c'est la perception des éléments visuels, des différences visuelles qui prennent pas sens, d'où les confusions du B, du D, des choses comme ça, du par, du pra. Voilà, la gauche, la droite, c'est pas très bien. Alors visuellement atteint et ou auditif, c'est-à-dire que c'est des confusions de sons parce que vous avez des sons qui sont très similaires, comme un f et un v, qui prennent, voilà, la différence se passe au niveau des cordes vocales et voilà, et cette nuance-là n'est pas acquise, n'est pas perçue, et du coup l'enfant va les confondre avec toutes les conséquences que ça va avoir dans l'écrit et parfois dans l'oral. Et je pense que là on peut ajouter que ça fait partie même d'une pluridisciplinarité qui fait que souvent l'orthophoniste travaille en équipe avec l'enseignant, avec l'orthoptiste, parce que c'est souvent lié aussi, pas toujours, mais souvent lié à des problèmes d'orthopsie aussi. Les yeux. Hein. Oui, on travaille sur oculomoteur, c'est-à-dire pas de perception visuelle. Attention, c'est pas la vision, c'est le travail des muscles des yeux. Voilà, qui peut avoir forcément un impact sur suivre la ligne, ne pas se tromper de ligne, ne pas sauter de mots, etc. Donc l'orthoptiste, la psychomotricité aussi, parfois au niveau du graphisme, il peut y avoir des atteintes. Donc on est nous obligés à ce moment-là, en faisant le bilan, de détecter un petit peu tout ça et de savoir si on ne doit pas faire aussi appel à d'autres professionnels. Voilà, et concrètement, voilà, c'est par exemple des enfants qui vont avoir une lecture lente, c'est-à-dire pour eux déchiffrer, enfin voilà, lire une phrase, ça va être très coûteux puisque ils vont avoir du mal à assimiler que chaque lettre correspond à un son, et quand les uns sont en blanc ensemble, ça fait une syllabe. Donc c'est très compliqué pour eux, voilà, de déchiffrer les mots. Comme disait Brigitte, voilà, aussi des confusions de lettres, des inversions de lettres, des confusions de sons. Et au niveau de l'orthographe, ça va être donc là plus pour la dysorthographie, pareil, des difficultés à acquérir l'orthographe des mots, à aussi faire le lien entre voilà chaque lettre égale à un son. Donc voilà, pour écrire juste un mot, par exemple, je sais pas, papa, se rappeler que ah oui, ça correspond à la lettre P, puis ensuite c'est la lettre A. Voilà, c'est des choses qui sont très compliquées pour eux. Et effectivement, c'est un trouble durable. C'est-à-dire que même avec beaucoup de rééducation, il y a des adultes dyslexiques du coup qui ont encore des répercussions dans leur quotidien. Voilà, quand ils ont je sais pas, une lettre de motivation à écrire, c'est encore des choses où ils sont en difficulté. Et je rajouterais que toute cette difficulté-là entraîne une grande fatigue, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui se passe à tout ça, et donc il y a un décalage entre la compréhension qui ne se fait pas en même temps. C'est pas simultané, parce que c'est difficile de déchiffrer tout ça, donc on est dans le déchiffrage et pas dans la compréhension des mots et des phrases, donc ça a des impacts importants sur la compréhension de consignes, sur plein d'éléments qui mettent les enfants en difficulté plus, alors qu'ils peuvent être particulièrement intelligents, ne pas avoir de difficultés de compréhension orale, voilà, tout le reste pourrait être bon, mais ils sont en échec parce que leur énergie est happée par ce travail-là. Ok, merci. On a bien vu que votre métier, l'intérêt du métier, je pense que c'est vous touchez en fait à plein de domaines. Ah oui, c'est passionnant dans ce sens-là. Oui, tout à fait. On touche à plein de domaines, plein de d'âges différents et de pathologies différentes. Ce qui fait qu'on passe des journées à ne pas faire deux fois la même chose. Alors, j'en arrive à la question centrale du podcast, Comptons avec les littéraires. Je voulais vous demander pourquoi, selon vous, le littéraire et les littéraires sont importants dans une société. Moi, je dirais que le littéraire, pour moi, ça fait lien à la langue, et que du coup, c'est important pour s'exprimer, de bien maîtriser la langue, ici en tout cas le français, la langue française, et que les études littéraires, en tout cas, le littéraire, les livres, etc., ça permet d'être à l'aise vraiment avec le langage, de s'exprimer clairement, d'argumenter, de bien communiquer. Donc c'est pour ça que voilà, faut pas que des scientifiques dans une société, c'est aussi important d'avoir des littéraires. Et d'ailleurs, c'est vrai ça me fait penser, même moi quand j'étais au lycée, on disait non,
va plutôt vers la voie scientifique, ça t'ouvrira plus de portes. Et en fait, non, il y a plein de métiers qui sont accessibles par des études littéraires. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, je trouve. C'est une question un peu difficile parce que je pense qu'il y a plusieurs façons d'accéder à la réflexion et que voilà, ça, qu'on soit scientifique ou littéraire ou autre, c'est possible. Mais je dirais qu'il y a une tournure d'esprit peut-être aussi, c'est-à-dire que comme c'est les études littéraires amènent à une analyse et une capacité de synthèse aussi. Il y a une analyse de tout ce qui est véhiculé par le langage écrit, mais oral aussi. On a peut-être une appréhension un petit peu plus développée et plus générale aussi par rapport aux liens sociaux, par exemple. Quand on fait des études littéraires, on touche aussi le philosophique. Hein. On fait de la philo et c'est vrai que ça apprend à essayer de chercher au-delà de ce qui est apparent. Et dans notre métier, c'est quand même, enfin, hors du métier, je pense que c'est une façon d'être aussi, hein, de se rendre compte que il y a des strates d'acquisition quand même et de réflexion chez les gens et que on est à un certain moment de sa construction, et que peut-être c'est à cause de ça que l'autre n'a pas saisi certaines choses, par exemple. Oui, pardon, je voulais juste rajouter, c'est vrai que, enfin, je veux rebondir sur ce que disait Brigitte, toutes les capacités d'analyse, d'argumentation, c'est quand même des choses qui sont finalement nécessaires en fait dans tous les métiers, qu'ils soient littéraires ou scientifiques. Oui. Bien. Oui, je disais pour terminer, est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook où on pourrait en savoir plus sur ce que vous faites ou sur le métier d'orthophoniste? Ou bien, je pensais, Audrey, à vos activités. Vous avez parlé tout à l'heure du site Inspire. Oui, c'est les éditions Site Inspire. Voilà, c'est une maison d'édition de matériel orthophonique. Alors, ça donnera pas des idées sur le métier d'orthophoniste, mais ça permet de voir des supports pour voir dans quel domaine travaille l'orthophoniste, quels sont les types d'exercices qu'on propose aux patients, voilà. D'accord. Donc c'est le site Inspire, ça s'appelle? CIT. Site Inspire. Ouais. CIT-INSPIR. Ok. Ben, merci beaucoup. Un grand merci à vous deux. C'était super intéressant. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.